et bienvenue dans cette capsule vidéo numéro 9 du cours de thermodynamique 1, chapitre 2, chaleur et travail. Rappelons la vidéo numéro 8 dans laquelle nous avons défini la notion de chaleur, les trois modes de transmission de la chaleur, conduction, convection et rayonnement, ainsi que les différents types de chaleur, sensible et latente. Nous avons également donné l'expression générale de la chaleur selon qu'on en considère les couples de variables TV, TP et PV. Dans cette capsule numéro 9, il sera question de la deuxième partie du chapitre 2, c'est-à-dire la calorimétrie et travail. Alors, qu'est-ce que c'est que la calorimétrie? C'est la branche de la physique et de la thermodynamique en particulier qui mesure les échanges thermiques entre les corps. On va traiter également la notion de travail, W en général, et en particulier la notion de travail des forces de pression. C'est quoi la calorimétrie? La calorimétrie est tout simplement la mesure des échanges de chaleur entre différents corps. Elle permet en particulier la mesure des capacités calorifiques ou bien des chaleurs massiques des différents corps. Une méthode utilisée est d'ailleurs la méthode des mélanges que l'on va illustrer tout à l'heure, dans laquelle les échanges de chaleur se font à pression constante. C'est quoi un calorimètre? Alors, un calorimètre, c'est tout simplement une enceinte quasi adiabatique. Pourquoi quasi adiabatique? Comme illustré sur la figure ici. Ceci afin de permettre de limiter les pertes par conduction, convection et rayonnement. Et donc on peut considérer dans une première approximation que le calorimètre est une enceinte adiabatique. C'est quoi? C'est tout simplement un appareil destiné à mesurer les échanges de chaleur, énergie calorifique, qui vient du latin calor, signifiant chaleur. Donc cet appareil ou bien cet échange peut se produire entre plusieurs corps, mettre en jeu des changements d'état ou des réactions chimiques. Un récipient contenant de l'eau est placé dans une enceinte adiabatique qui est le calorimètre. Ensuite, soit M, grand M la masse de l'eau dans le calorimètre, la température initiale de l'ensemble est T0, c'est-à-dire l'eau et le calorimètre qu'on connaît. On introduit dans le calorimètre un corps de masse petit m à une température T1, généralement différente de T0. Et l'objectif, bien sûr, ici, c'est de mesurer la chaleur massique du corps en question, c'est-à-dire du corps de masse petit m. On désire mesurer sa chaleur massique, Cp. Après un certain temps, plus ou moins long, l'équilibre thermique de l'ensemble s'établit à la température T2. Le calorimètre généralement contient de l'eau. Il est muni d'un thermomètre pour mesurer les températures, d'un agitateur pour homogénéiser la température et bien sûr d'enceintes, d'un bouchon et des enceintes adiabatiques. Alors, si on note C0, la chaleur massique de l'eau, qui est en général un paramètre connu, si on note mu, la masse d'eau équivalente au calorimètre et ses accessoires, c'est-à-dire le thermomètre et l'agitateur, mu est appelé la valeur en eau du calorimètre et de ses accessoires. Pour la trouver, il suffit de faire le changement de variable suivant. Sachant que l'on connaît la masse de l'agitateur, la capacité thermique ou bien la chaleur massique de l'agitateur, on connaît la masse du thermomètre et la chaleur massique du thermomètre, on peut faire le changement de variable suivant.
on pose mu fois C0. C0 c'est la chaleur massique de l'eau et MC agitateur plus MC thermomètre, et on trouve facilement mu, c'est-à-dire la valeur en eau du calorimètre. Une fois trouvé, ça va nous permettre de faire le calcul ou bien de connaître la chaleur massique du corps en question de masse petit m. Pour ceci, on écrit le bilan. Le calorimètre et ses accessoires, ce sont le système 1. Il était dans l'état initial à la température T0, il atteint la température finale T2. Et le corps de masse petit m, le corps solide de masse petit m, c'est le système 2, il était à la température initiale T1 et il tombe, ou bien il atteint la température d'équilibre T2 avec le calorimètre. Alors, et le calorimètre et le corps solide forment un ensemble isolé thermiquement. Donc on considère que toute la chaleur cédée par le corps chaud a été récupérée ou bien reçue par le calorimètre et ses accessoires, ce qui se traduit par la relation suivante, Q1 plus Q2 égale à 0. Q1 c'est la chaleur reçue, bien échangée par le système 1, Q2 c'est la chaleur échangée par le système 2, c'est-à-dire le corps solide. En explicitant, bien sûr, on emploie ici les chaleurs sensibles. On obtient M étant la masse de l'eau contenue dans le calorimètre et mu c'est la masse ou bien la valeur en eau du calorimètre qui tient compte bien sûr des accessoires du calorimètre, à savoir l'agitateur et le thermomètre. Donc une fois on remplace les deux expressions Q1 et Q2 par leur valeur ou bien par leur expression mathématique, on obtient cette équation à partir de laquelle on peut extraire facilement le paramètre Cp qui n'est rien d'autre que la chaleur massique du corps solide M. Tous les autres paramètres à droite de l'équation sont connus, sont supposés connus. M, la masse de l'eau, mu, c'est la valeur en eau qu'on vient de calculer à partir du changement de variable précédent. C0, c'est la chaleur massique de l'eau. Et les différentes températures sont mesurables, la masse du corps aussi. Après avoir défini la notion de chaleur, nous allons à présent nous focaliser sur la notion de travail, W. W d'ailleurs vient du mot anglais work, donc et nous allons en particulier nous focaliser sur le travail des forces de pression. Alors c'est quoi le travail? Le travail, c'est une énergie mécanique, c'est un mode de transfert d'énergie. Il intervient dès qu'il y a mouvement. Il s'exprime en moujoules ou en calories d'ailleurs. Alors, pour mieux illustrer nos propos, nous allons considérer un cylindre fermé par un piston mobile et le cylindre contient éventuellement un gaz. La force de pression extérieure permet de déplacer le piston et donc d'induire un mouvement, et nous allons se proposer de calculer le travail mis en jeu par cette force. Rappelons auparavant que l'axe des X est dirigé suivant un vecteur unitaire UX de module 1 et le déplacement il est effectué à l'opposé des axes des X. Alors, lors d'un déplacement élémentaire dx du piston, le travail échangé peut être facilement calculé par la définition suivante, dW égale à la force fois le déplacement dl. Ici, dl est parallèle à F, ou bien F extérieur. Rappelons par ailleurs que la force F, ce n'est rien d'autre que moins le module de F fois le vecteur unitaire UX, puisque la force F est dans le sens opposé au vecteur UX, d'où le signe moins. Rappelons également que la pression, ce n'est rien d'autre que la force sur la surface, ce qui entraîne que la force au module est égale à moins
la pression extérieure. Pourquoi extérieure? Parce que la force extérieure elle est due à la pression extérieure sur le piston. Fois S, S c'est la section du piston ou bien la surface du piston, et UX bien sûr c'est le vecteur unitaire sur l'axe des X. Alors en effectuant le produit scalaire, on aura ainsi dW égale à FDL égale à moins FDX. dx c'est dans le sens opposé de F, c'est moins Px fois S fois dx. Moins Px c'est moins la pression extérieure, et S c'est la surface ou bien la section du piston, dx c'est le déplacement élémentaire. Ce qui donne la définition suivante pour le travail des forces de pression, qui est simple à retenir, dW égale à moins Px fois dV. Px désigne la pression extérieure et dV c'est la variation de volume du système, puisque la surface fois dx ce n'est rien d'autre que dV. Ici on a en l'occurrence un cylindre. Autre remarque, le signe moins dans l'expression de dW vient du fait que la force est dans la direction opposée de l'axe des X. Maintenant que nous avons défini le travail élémentaire échangé par les forces de pression, qui n'est rien d'autre que dW égale à moins P dV, voyons quelques cas particuliers. Si dV, qui est la variation de volume, est négative, alors on voit bien qu'il s'agit d'une compression, et ce qui engendre delta W positif, le travail est reçu par le fluide. Donc il faut retenir que lorsqu'un fluide effectue une compression, il reçoit un travail. Par contre, si dV est positif, c'est-à-dire le fluide subit une détente, le travail est négatif, le travail est alors fourni par le fluide. Lors d'une détente, le travail est fourni par le fluide, donc il est négatif. Lors d'une compression, le travail est reçu par le fluide. Autre cas particulier, si on a affaire à une transformation irréversible. Rappelons que dans ce cas, on ne connaît pas les variables d'état durant la transformation, on ne les connaît que à l'état initial et à l'état final. On ne sait pas ce qui s'est passé durant la transformation. Et dans ce cas, on n'a pas le droit d'intégrer, mais par contre, on peut écrire W égale à moins P extérieur fois delta V, qui n'est rien d'autre que V2 moins V1 ou bien V final moins V initial. Autre cas particulier, cas d'une transformation réversible, donc on va prendre la définition que l'on va intégrer. Mais auparavant, on va remarquer que dans une transformation réversible, qu'à tout instant, la pression extérieure égale la pression du fluide égale à P, puisque le fluide, qui est le système, est en équilibre thermodynamique avec l'extérieur, avec le milieu extérieur. Qui dit équilibre thermodynamique, dit équilibre mécanique, et donc d'où l'égalité des pressions. Il s'ensuit que le travail total échangé par le fluide entre l'état initial A et l'état final B, ce n'est rien d'autre que l'intégrale entre A et B de delta W, c'est l'intégrale entre A et B de moins P dV. Autre cas particulier, c'est le cas d'une transformation isobare qui s'effectue à pression constante. Dans ce cas, le travail W12, entre parenthèses, ça c'est les W12, c'est pas W12. Pourquoi 1,2? Tout simplement, l'indice 1,2, ça se réfère à l'état initial 1, et 2 c'est pour l'état final 2. Donc on dit W12 égale à moins P, l'intégrale de l'état 1 à l'état 2 de dV, c'est tout simplement moins P V2 moins V1. Autre cas particulier, cas d'une transformation isochore. Ça c'est un cas très particulier. Pourquoi? Parce que isochore, donc V égale à constante, et automatiquement, prenons la définition, on aura dV égale à 0, automatiquement W égale à 0. Venons-en à l'interprétation géométrique du travail.
Bien sûr, ici on traite les transformations réversibles. Donc, le travail, on a dit, c'est l'intégrale entre l'état initial et l'état final de dW qui est égale à l'intégrale de moins P dV. Géométriquement, si on considère le diagramme de Clapeyron, P en fonction de V, on considère la transformation qui ramène le système de l'état A à l'état B. Alors, le travail W, ça représente l'aire de la surface assurée. Donc, l'aire de la surface assurée. L'aire que vous voyez sous la courbe AB. Le travail échangé par un système au cours d'un cycle est soit négatif si le cycle est décrit dans le sens des aiguilles d'une montre, comme illustré sur la figure. Donc si le cycle est décrit dans ce sens-là, le travail il est négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système il fournit du travail. Par contre, si le cycle est décrit dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire dans le sens de la figure en bas, ça sera un travail bien sûr positif, ça veut dire que le système reçoit du travail. Toujours dans le cadre de l'interprétation géométrique du travail W, rappelons auparavant que l'aire d'une surface il est toujours positif, il n'est jamais négatif. Par contre, le travail est une grandeur algébrique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il peut être aussi bien positif que négatif. Alors, illustrons ceci par les graphiques qui vont suivre. Considérons tout d'abord une détente. Dans le diagramme de Clapeyron, c'est-à-dire P en fonction de V, une détente est symbolisée par la figure que vous voyez, c'est-à-dire une courbe qui implique une variation de volume positif, c'est-à-dire le volume du système, il augmente. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le travail engendré par une détente est négatif, et donc W, ça sera moins l'aire de la surface assurée que vous voyez en dessous de la courbe représentative de la détente. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est la compression. C'est l'inverse de tout à l'heure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on part d'un système avec un état initial 1 et on effectue une compression, c'est-à-dire on augmente la pression en l'occurrence, mais on diminue le volume. Si le volume diminue, ça veut dire que dV est négatif. Ça veut dire que le travail est reçu par le système, ça veut dire qu'il sera positif et il sera tout simplement égal à l'aire de la surface assurée en bas de la courbe désignant la transformation 1,2. Troisième cas de figure, c'est le cycle moteur. Un cycle moteur, je répète, c'est un cycle parcouru dans le sens des aiguilles d'une montre. Et dans ce cas-ci, on a dit que le travail il est négatif. Et le travail, c'est exactement la surface à l'intérieur du cycle. Et bien sûr, comme il est moteur, le travail il est négatif, le système il a donné du travail, et donc ça sera la surface en noir assurée A, moins la surface en bleu assurée A. C'est la différence entre ces deux surfaces qui est négative, représente alors le travail du cycle moteur. Dernier cas de figure, c'est un cycle récepteur, parcouru par définition dans le sens trigonométrique, et dans ce cas, le système il reçoit du travail, le travail est positif, et ça sera l'aire assurée en bleu moins l'aire assurée en noir, qui donnerait l'aire de la surface à l'intérieur du cycle. La capsule 9 touche à sa fin. Le chapitre 2 qui regroupe la notion de chaleur et de travail, c'est-à-dire les capsules 8 et 9, est maintenant terminé. Je vous remercie.